Bonjour, bienvenue dans Let Africa Breathe Podcast, un nouvel épisode où je suis encore avec Albert. Bonjour. Bonjour Petroni, comment tu vas? Je vais très bien, je suis encore ravie de te retrouver et de retrouver ceux qui nous suivent, à qui nous demandons de s'abonner massivement sur toutes nos plateformes, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur X également. Rejoignez-nous et partagez massivement ce nouvel épisode au cours duquel nous allons aborder une thématique intéressante sur les événements auxquels on a participé dans nos débuts dans l'entrepreneuriat, les applications qu'on a fait pour des subventions diverses et les péripéties par lesquelles on est passé et les leçons qu'on en a tirées et les expériences que ça nous a permis de traverser et de grandir dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça le programme. Ça va? Ça va. Pour se lancer dans le sujet, je pense qu'il serait important de rappeler un petit briefing sur comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et peut-être à tes débuts, c'est quand, à quel moment tu as décidé que voilà, c'est maintenant là que je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était quoi le moment déclencheur pour toi? Oui, quand on parle des événements, le déclic a été aussi un événement entrepreneurial, le Lubumbashi Startup Weekend en 2019. J'étais dans une période où je venais à peine de finir mes études universitaires, j'avais pas de boulot. Et dans cette période-là, j'ai vu sur un statut d'un ami où il fallait appliquer à l'événement en soi. Avant l'événement, j'ai participé à quelques bootcamps de préparation, de pitch, etc. Et dans l'événement, j'ai pitché l'idée de business de Kia Toussafi qui consistait à mettre en avant, à professionnaliser le métier des cireurs et des cordonniers en RDC. Et ensuite, l'idée a convaincu le membre du jury. J'étais deuxième de ce concours-là. Et c'est de ce fait-là que j'ai commencé mon parcours en entrepreneuriat. Je ne sais pas de ton côté. De mon côté, c'est quasiment la même chose. C'est en 2016, officiellement, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Officiellement, parce que déjà, dès le bas âge, j'avais cette aptitude-là de faire 2-3 petites activités. Je peux me souvenir, à un certain moment de ma vie, j'étais photographe, je crois, ça c'est en 3e secondaire, que je suis photographe. J'ai fait cela pendant 3-4 ans. 3 ans pratiquement, de la 3e jusqu'en 6e, je prenais des photos. Et puis de la 2e en 1re, c'est où j'avais une salle de jeu que j'ai gérée. Et puis par après, je faisais par exemple, quand les ordinateurs sont devenus très courants, je faisais l'installation des systèmes et tout ça là. Donc entreprendre, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours eu dans le sang. Mais j'ai officiellement commencé à entreprendre, c'est en 2016. Là, j'étais en Zambie, j'avais un ami qui s'appelait Michael. En passant, je le salue. Quand je vivais là-bas, c'est comme ça qu'on était tous à la faculté et on s'est rendu compte que dans le milieu des étudiants, chaque vendredi, on devait sortir. Et quand on sortait, la plus grande majorité des gens n'avaient pas suffisamment de moyens. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils troquaient. Donc, il peut venir avec sa machine, PC, ou son téléphone ou une tablette et il va venir et te la dépose. Donne-moi $30, $40, je te le retourne la semaine prochaine avec un intérêt, par exemple, de $20. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le faire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'argent dans ça, mine de rien. Et tu pouvais avoir sur une semaine, dans un week-end, tu pouvais avoir 10 personnes qui venaient prendre chez toi $20, c'est $200. Et quand ils te remettaient avec intérêt, c'était soit $150 de plus, soit $200 de plus. Ça dépendait de la durée. Parce que pour une semaine, c'était 50%. Pour 2 semaines, c'était 100% du taux d'intérêt. Et je me retrouvais qu'au bout de 2 semaines, je doublais mon argent. Et pour ceux-là qui ne payaient pas, très souvent, qu'est-ce qu'on faisait? On récupérait leur machine et quand on vend, quelqu'un peut te prendre $40 ou $50, il te donne une machine qui vaut $250. Et toi, quand tu pars troquer cela sur le marché, tu ne vas pas prendre tous les 250, mais tu peux troquer ça pour 150. Et tu te retrouves que la personne t'a pris $40, mais toi, quand tu revends cela, tu gagnes 150 et ça faisait des très grandes marges. Et c'est comme ça qu'avec Michael, qui était un ami,
il faisait presque la même chose que moi et on s'est dit, pourquoi pas créer une société et commencer maintenant à le faire correctement. Parce qu'on était buté à un seul souci, c'est que quand on le faisait, c'était sur l'accord comme ça, on se voit, on se met d'accord. Et il y avait des gens par après, quand tu vends la garantie qu'il t'a donnée, il va revenir pour réclamer et tout cela. Mais quand vous devenez officiel, ça nous avait facilité qu'on soit reconnu. Parce que même quand tu nous amènes devant la police, on peut brandir le document. Et c'était pour cela qu'on s'est mis ensemble et on a décidé de se lancer. Et ce n'est qu'en 2016 que je me suis vraiment lancé officiellement dans l'entrepreneuriat. Et comment ça a évolué par la suite avec ton ami? L'évolution était, je pense que dans notre évolution, on avait commencé quand même, parce que moi j'avais commencé les études en 2015 et on a officiellement ouvert cela en 2016. On avait quelques-uns de nos moyens, mais on avait besoin, dans l'ampleur où on voulait le faire, on avait besoin d'un partenaire externe. C'est comme ça qu'on avait contacté un monsieur que j'avais rencontré pour un autre deal. Et ce jour-là, je pense qu'on s'était vu pour discuter sur un petit business qui devait être fait de $16. Je crois que c'était un MLL. Les trucs là de partenaires, comment vous appelez MLM. ça? Oui, donc genre de marketing, tu ramènes 2-3 personnes, les 3 personnes ramènent 3 personnes. Et c'était quelque chose de $16. On a entamé la conversation. Et à la fin de cette conversation, quelque chose m'a dit, non, parle-lui de ton autre idée. Et je lui ai parlé de la microfinance qu'on voulait créer pour donner des microcrédits. Et il était très intéressé. Et à la fin, le truc de MLL qu'on voulait faire de $16, on ne l'a jamais fait. Et on s'était vu, je crois, un mercredi. Il me dit le jeudi que je parle avec ma femme. Et le lundi qui suivait, il a déposé l'argent. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec la société. Ok. Et moi, de mon côté, après l'événement de Lubumbashi Startup Weekend, s'en est suivi un long processus de 6 mois, je crois, d'incubation, où on a appris les bases théoriques sur l'entrepreneuriat, le business model Canva, le NIL model Canva, comment gagner des fonds ou lever des fonds en tant que business chez les business angels et tout ça, business equity, toutes ces théories-là, avant de faire un test du MVP du business en question. Et après ça, on s'est formalisé tout de suite avec les quelques collègues que j'avais rencontrés toujours à l'événement qui étaient intéressés par mon idée, avec qui on a fait une équipe en fait pour avancer dans la vision de l'entreprise. Et ensuite, on a été buté à un problème de fonds pour tester et tout ça. Et bien même qu'on avait pu réunir le fonds pour tester l'idée de business en participant à quelques événements où on avait notre stand des cireurs, etc. Après, il a fallu avoir un emplacement physique pour un peu déployer ça de la manière dont on l'avait en tête. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que on avait besoin de plus. Et puis après, en 2020 ou 2021, l'application du COPA a été lancée pour les PME et les jeunes entrepreneurs. Moi, j'avais appliqué pour les jeunes entrepreneurs. Mais peut-être avant que tu ne puisses arriver là, je voudrais savoir, quand vous avez fini la compétition, je crois que vous aviez gagné des fonds pour cette compétition-là. Pour Lubumbashi Startup, non. Et c'était juste l'accompagnement. Il y avait une compétition parmi lesquelles vous aviez gagné quelque chose de 500 ou quelque chose de 2000 que vous aviez réparti. Non. Ah, ça, c'était pas le même business. C'était pas la même Alors, quand vous êtes créé en groupe, vous êtes arrivé autant de groupes après la compétition et que vous avez créé la société. Est-ce qu'il y avait une initiative parmi l'un de vous, on s'est dit, on va mettre autant d'argent ensemble pour vraiment rendre l'activité viable ou c'était... Ouais, c'était tout de suite après l'événement. On avait fait, un état de besoin minimal pour avoir ne fût-ce qu'un stand de cireur professionnel. Directement, on avait mis l'argent, je crois que c'était entre 500 et $600 qu'on avait réparti. Ensemble? Oui, qu'on avait réparti sur 4 personnes parce qu'on était à 4. Et on a réuni cet argent-là. Je pense que ça a servi à acheter les équipements. Ça a servi aussi à formaliser tout de suite. Après, c'est comme ça qu'on a procédé. Revenons sur le sujet du COPA. J'avais appliqué pour le projet, le même projet, pour le COPA cette fois-là. Et le COPA promettait $20,000, mais en termes d'équipement. Donc, le processus a aussi pris presque 2 ans
C'est en 2023 que le COPA nous donne le financement. OK. Donc, au bout de 3 ans, qu'est-ce que vous faites? À un moment donné, c'était l'essoufflement. Donc, OK. au bout de 2 ans, tu n'es pas à temps plein pour l'idée de business en question. Et en même temps, tu te débrouilles à gauche, à droite, toujours dans le sens d'épargner pour le projet en soi. Donc, je pense que les premiers équipements qu'on avait achetés au début, un cinquième cofondateur qu'on avait voulu intégrer dans l'équipe nous a tout volé. À un moment donné, il fallait encore réacheter les mêmes équipements pour faire le stand des cireurs professionnels. Je crois que les autres étaient découragés. Je pense que j'étais moi et un autre. Seulement, on a encore remis l'argent, on a racheté d'autres chaises, d'autres piédestals, d'autres équipements et tout ça pour participer à d'autres événements comme le Crédassure, comme au Mandela Forum et tellement d'autres où toujours c'était tu pitches, si tu es premier, tu as par exemple pour le Crédassure, vous avez promis $2000, mais tu n'es pas premier tout le temps. Effectivement. Donc, c'est le financement du COPA qui a permis à ce qu'on puisse acquérir les équipements en question. Mais avant, comme j'ai dit, ça a pris 2 ans. On avait fait carrément une pause. On arrête. Quand on aura les 20 000, on va reprendre. Pendant ces 2 ans-là, ces 2 ans d'inaction, de latence, d'attente, parfois où tu dis ça va venir ou ça va pas venir. Finalement, au moment où ça vient, les autres cofondateurs sont découragés, ils ne sont plus dans la vision parce qu'au final, chacun doit aussi vivre à gauche, à droite. D'autres sont mariés, d'autres sont étudiants, etc. Toi-même aussi, tu dois te positionner. Donc, pendant ces 2 ans-là, c'était carrément de la latence. Je faisais autre chose. Chacun était... Une fois qu'on a eu le financement, par intégrité envers les gens qui ont cru en toi au début, tu leur dis que voilà, la subvention est là, mais ça n'a pas fait en sorte encore qu'ils se réalignent parce qu'ils étaient déjà partis dans d'autres canevas, dans d'autres plans pour leur vie. Et finalement, c'était un peu ça. Et je pense que pour moi, concernant les compétitions, parce qu'on est à ce sujet-là, j'ai eu quand même à participer à plusieurs applications pour des subventions. Mais l'application qui m'a le plus marqué, c'était Tony Elumelu. Déjà en 2017, moi et mon partenaire Michael, parce que c'est lui qui m'avait introduit à l'idée de Tony Elumelu, moi je n'étais pas au courant, c'est comme ça qu'il m'informera que non, il y a cette opportunité où on donne des financements et tout, et qu'on essaie d'y appliquer. Et c'est comme ça qu'on avait appliqué la première édition avec Samoukash. On n'avait pas été retenu, on n'était pas retenu, mais quand je me suis retrouvé en 2019 ici, et c'était quand je venais installer mon deuxième stand, parce que premièrement, j'avais commencé en 2018 avec un premier stand qui était d'abord à Kasumbalesa, et puis par après, je l'ai ramené en 2019 à Likasi, et puis 2019, au mois de janvier, j'ai commencé un deuxième stand à Lubumbashi. Non, là, c'était déjà avec Owa Shawarma. C'était déjà avec Owa Shawarma parce que ce qui est vrai, c'est que en 2000, je vais y revenir peut-être vers la fin, les soucis qu'on a eu avec Samoukash et comment cette société a fait faillite. Mais il s'est fait que la société avait fait faillite et puis je me suis retrouvé que je devais commencer une autre société. C'est comme ça qu'en 2018, je voulais déjà essayer le marché de la restauration au Congo. C'est comme ça que j'avais développé un modèle de stand mobile qu'on avait commencé à Kasumbalé. Ça n'avait pas beaucoup marché. Je l'ai déplacé vers Likasi, ça a commencé à quand même marcher. Et je suis venu avec un deuxième stand à Lubumbashi. Ce n'est qu'à cette époque-là que je me dis que j'aurais essayé encore d'appliquer avec Tony Elumelu. Et j'avais appliqué au mois de janvier. Au mois de mars, les résultats étaient sortis et je faisais partie des... notre édition, je crois, on était à 102 qui étaient primés pour la RDC. On était à 102 entrepreneurs et sur toute l'Afrique, c'était 3000 entrepreneurs pour cette édition-là. Donc, c'est là qu'on a entamé une procédure de formation qui a commencé à partir du mois d'avril, je crois, entre avril et mai, et c'est parti jusqu'au mois d'octobre. Et la formation avait pris fin, et au mois de novembre, décembre, c'était pour finaliser la documentation, et au mois de janvier, il y avait eu le décaissement de $5000. C'était un peu ça le processus, mais au courant de tout ce processus, je m'étais rendu compte d'une seule chose que tu as révélée, c'est que
au fil des jours qui avancent, tu te rends compte que le besoin change de ton entreprise. Pour moi, au tout début, quand je faisais les stands, au mois de janvier, l'idée principale, c'était d'abord de faire d'autres stands. Et au fur et à mesure que j'évoluais, je m'étais rendu compte que le modèle de stand n'était pas quelque chose qui allait marcher sur le long terme. Pourquoi? Parce que quand tu crées un stand, tu dois demander l'espace auprès de quelqu'un. Donc, ce n'est pas ton espace et parfois, les gens n'acceptent pas facilement que tu puisses mettre une activité devant leur maison, leurs parcelles, leurs établissements. Ce n'est pas aussi facile. Il y a le problème de l'État qui vient en ordre. L'urbanisme n'accepte pas partout, c'est une difficulté. Parfois, ils vont accepter et lorsqu'il y a, par exemple, une décision du maire de la ville qui est prise, et on peut te déloger à n'importe quel moment. Et ça, c'était la deuxième problématique. Et c'est comme ça que, au fil qu'on faisait la formation, je me suis rendu compte que je devais ouvrir un restaurant physique. Donc, dans un espace où on peut prendre, qui peut être le nôtre, et où on peut ouvrir un restaurant physique. Et à la fin, quand on a eu le décaissement, je me suis rendu compte que l'argent que j'avais, dans le temps 2020, j'étais pas aussi mature que je le suis aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, je me disais que je dois ouvrir un restaurant qui répond à tous les normes possibles, qui doit être d'un standard spécifique. Et les $5 000 étaient devenus insuffisants. C'est ce que tu pensais, du moins. Du moins, dans le temps, c'est ce que je me disais. Alors, dans le temps, je m'étais arrêté à un budget de quasiment 15 000 à 20 000 $ pour réaliser le projet. Parce qu'il y avait un espace spécifique que je voulais, une décoration spécifique, des équipements spécifiques. Donc, cela me coûtait pratiquement 20 000. Je me rappelle, tu refusais même d'appliquer pour le COPA. Tu disais que 20 000, c'est peu. Si c'est 15 000, c'est peu. Je vais appliquer seulement pour les PME pour les PME, on 100 000. Pour moi, je me disais, prendre 20 000, ça ne pouvait pas me payer tout ce que je voulais. Et je m'étais dit, si ça ne peut pas m'aider à réaliser cela, autant mieux appliquer pour une opportunité qui est plus grande, où je peux prendre 30, 40, 70 000 et je peux réaliser cela d'un coup. Et c'est même là que j'avais refusé parce qu'il y avait des conditions où on disait que tu devais être régularisé déjà pour 2 ans. Au moment où on faisait cette application-là, moi, j'étais à 1 année quelque chose et quelques mois. Mais sinon, c'était un peu ça. Il fallait aussi des preuves de paiement des taxes. Des preuves de paiement, effectivement. Il fallait avoir 1 année où tu payais correctement la taxe que tu pouvais. Il fallait montrer des preuves banquières, des différents types de transactions. Et ça, là, c'était devenu un peu plus complexe pour beaucoup de gens qui devaient appliquer. Et pour nous, on se disait, il y aura une 2e édition où on prendra le temps de réunir, mais cette 2e édition n'est jamais venue. Maintenant, concernant la mise en application, quand on vous paye les équipements arrivent. Vous êtes buté à quoi? C'est quoi le plus grand souci que vous vous retrouvez? OK, on a payé les équipements. Maintenant, c'était quoi la plus grande difficulté que vous avez rencontrée? Pour le COPA, comme j'avais dit, on avait donné entre 12 000 et 20 000 $ à chaque entrepreneur. Pour mon cas, c'était 20 000. Quand tu payes les équipements et que les équipements arrivent, le financement du COPA ne permet pas que tu prennes du cash, ne fût-ce que pour payer une garantie locative, pour trouver un emplacement ou faire fonctionner ces équipements-là. C'était la première difficulté. Donc, quand on t'amène ces équipements-là, tu les mets derrière la maison ou... Nous revenons. La vision s'éclaircit. L'équipe s'agrandit. L'envie de partir de zéro ne nous a jamais lâché. Let Africa Breed Podcast est de retour. Animé d'une nouvelle énergie, toujours axée sur l'éveil des consciences. La mise en avant des modèles d'intégrité. La narration de nos histoires par nous, pour vous et avec nous. Embarquons ensemble cette création. Nous mettons nos parcours en lumière et exprimons notre façon de penser. Ouais, comme je dis, le financement en soi, c'était sous forme d'équipement. Tu fais un proforma vers différents fournisseurs qui vont te livrer des équipements spécifiques dont tu as besoin. Pour notre cas, c'était des équipements de cordonnerie, de nettoyage, des chaussures et tout ça. Et une fois qu'on a acquis ces équipements, on n'avait pas où les faire fonctionner. Il fallait maintenant relever un autre défi, celui de trouver un emplacement pour commencer à faire fonctionner. Parce que le dilemme avec le COPA, c'est qu'il vous donne les fonds. Quand tu mets ça derrière ta maison, il te dit, donne-nous les rapports d'après réception de quoi?
des équipements. Parce que même initialement, la comment... COPA ne vous a pas donné un fonds de commencement ou un fonds de développement. Donc, il fallait déjà que vous puissiez puiser de vos propres ressources pour trouver un emplacement et puis pour payer le loyer et pour payer les employés, etc. Et même nous payer nous-mêmes. Parce que quand tu crées un business, tu es ton propre employé. Tu dois te considérer comme un employé, avoir un salaire et tout ça. Mais vu toutes ces difficultés, on se permet pas de se payer un salaire. Donc, on a pu trouver un moyen de trouver nous-mêmes notre propre emplacement. Commencer maintenant à tester à grande échelle l'idée sur le marché. Il s'est fait que comme tu as postulé pour une idée il y a 2 ans, 3 ans, et qu'on te donne le financement 3 ans après, le marché n'est plus le même, les besoins n'est plus le même. Et aussi sur le plan mental, la motivation n'est plus la même pour exécuter ce projet-là. Mais du moins, vu que l'équipement est là, il faut exécuter. Et dans l'exécution de notre idée de business, on a été buté à des difficultés comme les matières premières qui n'étaient pas suffisantes, aussi les compétences nécessaires qu'il fallait pour engager un cordonnier, quelqu'un qui fabrique des chaussures, c'était pas évident. Tu sollicites un cordonnier qui te dit que moi, pour travailler pour toi, il faut me payer au moins $200-300 le mois pour que je quitte mon petit coin sous l'arbre où je travaille pour venir chez toi. Par quel moyen tu le payes? Donc, du coup, et je pense que sans pour autant de t'interrompre, je pense que c'est aussi ça l'une des difficultés d'entreprendre au Congo, c'est que il y a des gens, quand tu veux le prendre pour un boulot, ils pensent que ce sont des grandes multinationales qui engagent. Donc, il peut poser des expectations que lui-même ne rencontre même pas journalièrement. Et il va te demander un salaire de 300. Oh, je veux que tu me payes $400, inclus mon transport 10 000 francs. Tu l'as dit? Moi-même, je suis même pas en mesure de me payer $10 le mois. Et à la fin, toi, tu veux que moi, je te paye 400 pour quel genre de compétences? Et parfois, ce sont pas des compétences qui sont prouvées dans le domaine. Parfois, c'est du bricolage. Et même les quelques-uns qu'on avait dit, OK, tes conditions, on accepte, assieds-toi là, travail. Tu vois que le rendu n'est pas ça. Donc, il y avait aussi un besoin de formation en artisanat, dans le métier de la cordonnerie pour que quelqu'un se dise que je suis au point, j'exige tel salaire. Il n'y avait pas, le croisement de ces deux-là, de l'exigence du salaire et des compétences qu'on voulait. Ça nous a mis encore en difficulté pour exécuter l'idée de business en soi. Et c'était vraiment compliqué. Et du coup, on a essayé de forcer la première année, je crois, à la fin de 2023, parce qu'on avait reçu le financement en début 2023, presque une année. Bon, j'étais à mon associé, en tout cas. C'était bien 2019 jusqu'à 2023, mais ça va pas le faire parce que si il faut avoir l'humilité de faire face à cette évidence que oui, on a cru en quelque chose, mais le marché ne répond pas. Nos capacités à nous sur le plan financier de financer cette activité qui ne génère pas encore des revenus, jusqu'à quand? Donc ça, c'était plus possible. Du coup, moi, je me suis vraiment retirée de l'affaire et puis j'ai cherché à continuer autrement, en tout cas. Ok. Et je pense que de mon côté, j'ai eu une expérience un peu plus différente. Parce que moi, j'étais déjà seul dans mon activité, donc j'avais pas de partenaire. Donc, la plus grande majorité des ressources provenaient de ce que je pouvais toucher personnellement, de ce que je faisais à côté. Je pourrais dire de ma débrouillardise. Donc, je trouvais quand même quelques moyens que j'ai ramenés toujours dans l'activité. Mais il s'est fait que quand j'ai reçu le fonds, je vais parler de peut-être ma naïveté. Quand j'ai reçu les fonds, pour moi, je me disais, c'est 15 ou 20 000 pour rien. Et quand les fonds sont arrivés, j'avais pas touché au fonds. Quel fonds? Les Tony, c'est les 5 000 $. Quand ils sont arrivés, je les avais pas touchés parce que je me disais, je m'étais fixé un gap, je me dis, je dois atteindre minimum 15 000 pour ouvrir ce restaurant-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à économiser. Toute l'année de 2020, j'ai économisé jusqu'à atteindre quand même, j'avoisinais les 10 000. Et ce n'est que là que 2021 a tourné en une vraie catastrophe. Pourquoi une catastrophe? Parce que j'ai pris toutes les mauvaises décisions possibles. C'était une mauvaise décision après une autre. Donc, je me dis, en 2021, vu que pour le moment, j'ai pas encore atteint l'objectif d'ouvrir l'espace, alors je vais prendre un food truck.
Et je me dis, de mon argent, vu que j'ai cherché un food truck auprès de quelqu'un qui avait un food truck, il a fermé, il vendait son food truck et tout. Je lui dis, je suis intéressé par ton food truck. Il me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vois le food truck, j'apprécie le food truck et je paye pour le food truck. Mais vu que moi, j'avais pas un espace où stocker le food truck, je lui dis, vu que toi, tu as un espace qui est grand, garde le food truck. Le temps que je cherche un emplacement, comme ça, dès que je le prends, c'est pour le poser à un emplacement. C'est comme ça que je commence à chercher un emplacement. Je trouve un emplacement à l'ISP. Et quand je trouve l'emplacement à l'ISP, je négocie parce que l'emplacement, c'est pas dans l'ancêtre de l'ISP, mais c'est à côté de l'ISP. Et cet espace-là est la propriété de l'université Philippe quelque chose. C'est juste à côté de... Et ils avaient un espace. Il y avait d'abord précédemment quelqu'un qui avait un food truck. La personne avait déménagé pour Colosie. Elle avait vendu son food truck et je voulais placer là. Et je les vois, ils étaient très d'accord avec moi. J'ai même versé une garantie pour commencer. Et je devais commencer le mois qui suivait. Et c'est comme ça que je m'apprête, je paye des gens pour venir aménager. Et le jour où je devais venir aménager, ils m'appellent pour me dire non, ça ne sera plus possible que tu aménages. On a trouvé quelqu'un qui veut construire un shop à ce niveau-là. Alors, ça ne sera pas possible. C'est comme ça que je me dis, vu que c'est pas possible, que je commence à chercher. Ils remboursent ou pas l'argent? Ils avaient remboursé. OK. Parce que c'était, je crois, c'était $300. Ils avaient accepté de rembourser cette garantie-là. Et c'est comme ça que pendant que je cherchais un autre emplacement, je me dis, finalement, que j'aille seulement récupérer mon food truck, que je le mette quelque part, parce que le laisser comme ça, c'est pas bien. C'est comme ça que je commence à appeler la personne chez qui j'ai pris le food truck. J'appelle, son téléphone ne passe pas, je me dis, je connais chez lui. Je me rends chez lui et à ma grande surprise, ils ont déjà déménagé. Je demande aux environs, ils ont déménagé où personne ne savait où ils avaient aménagé. Et c'est comme ça que j'ai perdu cet argent-là. OK. Et ça, là, c'était au bout de 5 ou 6 mois que je me rends compte. Et pendant cette même période, au mois d'avril, un collègue à moi qui vient, qu'on était finaliste de Tony Elou-Melou, il m'intéresse pour me dire, non, voilà, j'ai fait une formation en trading, ça commence à bien marcher pour moi et je voulais intéresser mes amis proches pour voir s'ils peuvent investir et moi, je vais commencer à te donner 30% de ton investissement chaque mois. Et lui, il fait quoi? Il trade pour toi? Lui, il devait trader pour moi. Et il dit qu'il avait une stratégie qui marchait déjà où il devait commencer à me verser 30% chaque mois. Non, et moi, dans ma naïveté, je lui dis, bon, tu veux me verser 30% par mois, c'est quoi ta capacité de gestion? Il m'a dit, non, moi, presque chaque mois, je fais des retraits à hauteur de $5,000. Et initialement, moi, je voulais lui donner 2500. Et puis, je réfléchis, je dis 2500, c'est trop, je te donne 1000. Travaillant avec 1000, au bout de 3 mois, si ça marche correctement. Donc, quand tu lui donnes 1000, il traite pour toi, il te remet 30%, donc 300 chaque mois. Et quand on fait 3 mois, c'était un contrat de 3 mois, il devait me reverser $900 plus mes 1000. Ça donc, fait au bout 1900. de 3 mois, je devais avoir 1900. Et c'est comme ça que je lui remets l'argent. Et il y avait aussi un autre partenaire avec qui on avait ouvert, il travaillait chez Equity dans le temps. Il travaillait chez Equity et on avait ouvert un bureau de Western Union avec mon père à Likasi. Et c'est lui qui avait facilité. C'est comme ça il m'avait contacté en 2020. Ils avaient une société qui s'appelait Gam Forex. Ils ont déjà fermé depuis. Il m'avait intéressé, viens investir chez nous. Il avait intéressé mon père et je lui avais dit, si au bout d'une année, vous êtes toujours ouvert, on va mettre de l'argent. C'est comme ça que, au bout d'une année, au mois d'avril, quand ils me relancent, je passe, je vois les bureaux. Au tout début, ils avaient un petit bureau et puis par après, ils avaient un grand bureau. Je me suis dit, ça marche effectivement. Et quand ils m'ont présenté les contrats, il y avait 0 risque que je puisse perdre mon argent. Donc, noir sur blanc, le contrat disait tout simplement que ils assumaient toutes les pertes et tout ce qui est perte sur le marché du Forex, eux, ils assumaient cette responsabilité-là. Et que nous, tout ce qu'on assumait, c'est de disponibiliser les fonds et chaque 2 mois, eux, ils devaient nous reverser 50%. Et quand il y a des pertes, vu que eux, ils gagnent beaucoup, ils vont assumer ce perte-là. C'est ce que disait le contrat. Et nous, on a signé. J'ai décidé de verser auprès de, je crois que c'était $8,000 auprès d'eux. J'ai versé cette somme-là. Et au bout de 3 mois, j'avais reçu un paiement qui était arrivé au bout de 2 mois et
les 2 prochains mois où je devais recevoir le paiement, c'est là que on me dit que non, ils sont audités par la banque, que la banque a dit ceci, qu'ils ne sont pas en mesure de payer. Et puis, c'est devenu une situation avec les avocats. On va vous rembourser, on est en train de décaisser nos financements. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été fait. Et c'est comme ça que je m'étais retrouvé. La plus grande majorité de ce financement-là, toutes tes économies était perdu en 2021, pendant que je me disais qu'avec tout ce que je mettais à côté, que ça devait me permettre d'ouvrir un très grand restaurant. Et je pense que c'est là où ma naïveté peut-être est entrée beaucoup plus en jeu. Et je me suis rendu compte, c'est un peu plus tard, vers 2023, que même avec 5 000, tu peux ouvrir quelque chose de bien, de propre. Il suffit juste de se concentrer dessus, de mettre des idées en place pour te dire, voilà, est-ce que le modèle que je veux qui me coûte 15 000, est-il possible de faire un modèle réduit où je peux dépenser 5 000, 4 000, 6 000? Et mesurer aussi les risques. Quand Effectivement. tu fais un modèle réduit et croître progressivement et tout ça. Et accepter aussi de toujours faire quelque chose à la dimension de ton financement. Parce que pour moi, j'avais 5 000 et à une certaine période, j'avais 10 000. Mais pour moi, je réfléchissais toujours, je veux quelque chose comme Barcelos, je veux quelque chose comme Angry Lion, je veux comme ces franchises-là, je veux quelque chose comme McDonald's. Et finalement, tu mets l'argent dans le trading et tout ça. Et tu te retrouves que tu fais des investissements dans quelque chose où tu n'as pas suffisamment de connaissances, pas suffisamment d'expertise. Et tu mets cela dans la main des gens que tu n'as pas de contrôle par-dessus tout. Donc, j'avais aucun contrôle sur ces gens. J'avais aucun contrôle sur quoi ils mettaient cet argent, donc quoi ils investissaient. Aucune certitude aussi sur leur expertise. Sur leur expertise. Ils faisaient la chose dont ils promettaient qu'ils étaient en train de trader. Parce qu'avec plusieurs genres de ce business, c'est que c'est juste un Ponzi scheme où ils prennent l'argent des nouveaux entrants pour payer les anciens participants, et du moment où il y a des gens qui sont en train d'intégrer, ils sont en mesure de payer. Et quand il n'y a plus personne qui intègre, la structure tombe. Donc, c'était ça là. Et 2021, c'était vraiment une très mauvaise année. Et comment tu te relèves de tout ça? J'accepte déjà que c'est déjà arrivé. Je l'ai accepté parce que je me suis dit, il n'y a rien d'autre que je peux faire. J'ai accepté. Et je me suis dit, la seule chose qui me ramène de l'argent jusqu'à présent, c'est ce que je fais. Alors, je me suis concentré à continuer à faire ce que je faisais, qui était la restauration. Et j'ai commencé encore à épargner. Petit à petit, je commençais à épargner. Et du moment où j'ai atteint une certaine somme, et avec certaines nouvelles opportunités qui se sont ouvertes, comme en 2023, j'ai trouvé un espace où je me suis dit, cet espace, c'était pas grand comme je l'envisageais, mais c'était un très bon espace. Je me suis dit, je peux créer quelque chose de modèle ici. Et c'est comme ça que j'ai investi sur ce restaurant. Et ce restaurant, aujourd'hui, est le tout premier restaurant de OA sous format physique. Ouais, de ton histoire, on préfère dire aux gens ne confiez pas vos investissements en trading à d'autres personnes, que quelqu'un trade pas pour seulement toi. En trading. Si tu veux trader, si tu veux trader, en parlant spécifiquement du trading, forme-toi, trade pour toi-même. Et le contrôle dans quoi tu investis, parce que c'est ce qui est important. Quand tu laisses le contrôle et puis investissez dans quelque chose personne, qui est dans votre domaine de compétences, de connaissances. Effectivement, c'est très important pour éviter à la fin d'être escroqué ou arnaqué. C'est toujours important de comprendre dans quoi tu investis, comment ça se passe, comment tu fais tes gains, parce que il y a des gens qui font du forex et ça marche pour eux. Il y a des gens qui font différents types de business et ça marche pour eux parce que c'est une expertise pour eux, ils connaissent ce qu'ils font. Mais quand ça devient donne seulement l'argent, relaxe-toi, et puis à la fin, tu vas retirer autant. Tu auras tes gains. Méfiez-vous de ça. Et je pense que c'est ce qui s'est passé personnellement pour moi. Mais allant aussi, je pense que l'une des questions qu'on doit aborder, c'est aussi le côté formation, peut-être, des différentes formations qu'on a eues, parce que on s'est retrouvé qu'on a eu une année pour certains, pour d'autres, c'est allé jusqu'à 2 ans de formation. Oui. Est-ce que cette formation, pour avoir un financement, est-ce que cette formation a eu un réel impact sur ton business, ou après la formation, quand tu t'es lancé, tu t'es rendu compte que tu devais apprendre sur place? C'est quoi ton expérience? Personnellement,
les formations en business, toutes les théories là, comment faire un modèle économique qu'on a soumis au COPA pour avoir le financement, comment préparer un business model qui est carré pour lever des fonds auprès des business angels. Tout ça, c'est bien. Ça convainc sur papier, mais sur le terrain, c'est pas ça. Il y a que l'expérience, le risque sur terrain qui te fait apprendre des leçons que tu ne peux avoir dans aucune formation, dans aucun cours de business model, etc. Donc, personnellement, moi, il n'y a que les erreurs de terrain qui m'ont appris à comment faire, à ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Dans quel domaine se lancer, dans quel domaine ne pas se lancer, mais prendre des risques mesurés. Parce que toutes les formations qu'on a reçues, que ça soit après l'incubation du Sinolo, que ça soit pour le COPA, à la fin, quand tu es dans le quotidien de ton business, tu ne dis pas que pour résoudre tes problèmes, je pars d'abord voir mon business model. Non, c'est ton intelligence dans le business, dans ta capacité de gérer les défis du quotidien qui va faire de toi un bon gestionnaire de ton affaire ou pas. Donc, si tu peux acquérir ça dans les théories, mais la pratique te fait acquérir ça de manière plus accélérée et de manière plus adaptée à ton environnement. Parce que toutes ces formations qu'on suit, ce sont des bouquins dont les données ont été tirées des autres environnements, des environnements américains, occidentaux, français. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on a nos propres analyses, nos propres données de réalité de business au Congo, à Lubumbashi, en Afrique, qu'on nous apprend dans les théories là, il y a pas. Et je pense quand tu lis des livres de Robert Kiyosaki, de Elon Musk, de son business, comment il a conçu son entreprise, tu peux pas prendre ça et l'appliquer dans notre environnement congolais parce que c'est pas la même réalité, c'est pas les mêmes difficultés, c'est pas les mêmes défis. Donc il n'y a que le terrain qui m'a vraiment beaucoup appris de toutes les erreurs. Je pense que la réalité est telle que les formations qu'on dispense généralement dans beaucoup de compétitions entrepreneuriales ou ce sont des formations qui ont été designées pour un autre environnement qui n'est pas le nôtre. Donc, il n'y a pas eu une certaine concentration sur l'environnement congolais. Je pense que l'une des choses qu'on nous a tous pressés dans ces compétitions, c'était que dès que tu finis la formation, tu dois te formaliser. Donc, dès qu'on a fini, tu dois ouvrir un établissement ou une SARL. C'est mauvais d'être dans l'informel. Tant que tu es dans l'informel, tu n'es pas entrepreneur. Tu payes pas des taxes, tu n'es pas dans le business. Et on a acheté, on a accepté de croire à ça, pendant que la réalité sur le terrain était que beaucoup de commerçants qu'on connaissait, beaucoup de gens qui se sont fait beaucoup d'argent dans le commerce, très souvent n'étaient pas formel. Ouais, aussi une parenthèse, on te disait un entrepreneur c'est une idée originale. Tu peux pas vendre les beignets comme la maman qui vend les beignets. Peut-être la maman qui vend les beignets, ça marche depuis une valeur ajoutée spécifique qui te distingue. C'est pas mauvais, mais tu réalises que celui qui vend les beignets là, c'est un besoin qui existe depuis toujours et il va plus prospérer que toi qui veux, je sais pas. On voulait innover dans aller sur la lune, le côté innovant. C'est quoi le côté innovant de ton Et je pense que ça nous a rendu un très grand mauvais service à nos débuts. Ouais, tu innoves sur papier, mais sur le terrain. Sur le terrain, les gens ne comprenaient pas l'innovation que tu voulais ramener. Exactement. Et on voulait innover dans tout. Même quand tu sais que mon business c'est vendre les stylos, tu voulais innover dans une industrie qui existe des milliers d'années qui existent déjà et il y a pas d'autres innovations qui a été fait. Et toi, tu voulais venir à tout moment chercher ce que tu voulais rajouter. Je pense que c'est un mauvais service qu'on nous a rendu. Et je pense que c'est avec le temps qu'on l'a compris. Et moi, je me souviens même à une certaine époque, je crois les années 2022, je te disais que j'ai plus besoin d'être appelé entrepreneur. Appelez-moi commerçant parce que j'avais compris que il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le commerce général, qui se faisaient de l'argent, qui n'avaient pas besoin d'innover. Merci de rejoindre en vous abonnant, en partageant et en commentant les valeurs que nous avons offert, lier et respecter notre valeur. On a un souci au Congo, c'est que l'environnement n'est pas saturé. Il y a d'autres pays comme les États-Unis, ils ont besoin d'innover. Pourquoi? Parce que le secteur est saturé.
Tous les secteurs. Tu te retrouves que quand tu arrives dans un pays comme les États-Unis, tu te demandes, je vais faire quoi? Parce que le secteur est tellement saturé alors à un qu'ici, il y a point encore tout à que faire. il y a tout le monde dans tous les secteurs. Mais comparativement à notre pays, ici, le secteur n'est pas saturé. Et que vous pouvez être 15 sur un marché, 1000, 2000, vous faites la même chose, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que les secteurs n'est pas si saturé que ça et qu'il y a encore de l'espace pour tout le monde. Donc, même aujourd'hui, si tu veux être distributeur des boissons sucrées, il y a de la place, il y a de l'argent à se faire. Il n'y a que 2 entreprises. Et je pense que c'est quelque chose qui devait être intégré à notre réalité quand on nous donnait ce genre de formation. C'est de nous dire, l'environnement n'est pas encore saturé. Donc, la même idée que X fait qui marche déjà, tu peux reproduire en rajoutant une petite différence. Et on s'était retrouvé, le plus grand souci, je pense, qu'on s'était retrouvé que quand tu devais appliquer pour un business pitch, tu devais même quitter de plus simples choses pour entrer dans quelque chose que tu voulais montrer que pour convaincre les membres du jury. Et je m'étais retrouvé avec plusieurs collègues, plusieurs amis, et je me retrouvais que quand ils avaient des idées et quand ils devaient aller pitcher quelque part, ils devaient se créer une nouvelle idée. Et je pense que même à la Copa, ça a été l'un des plus grands problèmes. C'est que quand les gens allaient pitcher, ils n'allaient pas pitcher une idée qui était réelle à eux, mais ils allaient pitcher une idée qui pouvait être acceptée dans la compétition. Et quand ils ont reçu les financements, ils se sont retrouvés que c'est une idée qu'ils ont pitchée pour recevoir le financement. Et puis, mais c'est pas applicable une idée dans le même environnement. Qu'ils ont pitché vraiment pour réaliser comme projet. Et beaucoup d'entre eux se sont retrouvés, ils ont reçu des machines, ils ont reçu des équipements, mais ils n'ont jamais mis cela en réalité, en pratique. Et même pour Tony et Melou, c'était aussi le même souci. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui ont pitché des idées, qu'ils ont pitché parce qu'ils voulaient que l'idée soit acceptée. Et à la fin, quand ils ont reçu les financements, ils sont allés investir dans d'autres choses qui n'étaient pas l'idée principale. Ici à Lubumbashi, je crois... Est-ce que c'est forcément mauvais? C'est pas forcément mauvais, mais ça démontre que ils ont voulu juste copier quelque chose. Voilà. Tout ce que moi je voulais dire, c'est que les compétitions qui sont organisées ont des conditions qui ne sont pas réalistiques au secteur. Et beaucoup de jeunes se retrouvent à pitcher des idées qu'ils ne veulent pas faire, mais parce qu'ils savent que si je pitch telle idée, ça aura tel aspect, je peux montrer tel aspect, et ça sera plus facilement sélectionné même s'ils veulent le faire, ça ne correspond pas à notre environnement, aux besoins réels de l'environnement. Même si ça correspond aux besoins de l'environnement, le développement de la société ne permet pas que ton idée puisse vivre durablement parce que si dans cet environnement. Pour les mêmes compétitions, tu pouvais dire, voilà, moi, l'argent que vous voulez me donner, je veux ouvrir un dépôt pour vendre les boissons de la Bralima. C'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui a déjà prouvé qu'il y a de l'argent dedans, mais tu ne vas pas recevoir le financement. Pourquoi? Parce qu'on te dit, tout ce que tu fais, c'est de la distribution, il n'y a rien d'innovant, mais c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui se vend, c'est quelque chose... Non, ils préfèrent l'innovation qui ne marche pas, finalement, l'argent va partir dans le vide. C'est quelque chose que beaucoup de compétitions qui sont créées doivent revoir peut-être cette façon de faire, où ils doivent aussi accepter d'autres propositions où on sait que c'est pas tellement innovant, mais c'est quelque chose qui a besoin. Marche ici. C'est ce qui marche ici et c'est ce que les gens ont besoin. C'est comme la vente des intrants agricoles. C'est quelque chose que les gens ont besoin. Mais si tu pitches cette idée-là, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que c'est la vente. Mais la réalité est telle que ces intrants ne sont pas produits localement. Et si tu veux les produire localement, c'est à un coût exorbitant que tu ne sauras pas faire. Mais si tu veux les prendre, par exemple, de la Zambie, les ramener et les vendre à un prix qui est plus abordable ici, tu vas te faire de l'argent. Mais ça passera pas. C'est mort. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être revu. Avec beaucoup de compétition, et cela a empêché beaucoup d'entrepreneurs de faire réellement ce qu'ils voulaient faire. Et quand tu te retrouves, par exemple, pour une idée comme de production des engrais, on te paye des machines que tu n'avais pas besoin, tu ne sais pas le fonctionnement, et tu te retrouves que ces machines sont assises. Il faut aussi des ingénieurs chimistes pour trouver la formule de ces intrants. Et ça ne fonctionne pas, et au bout de 3 ans, tu cherches comment les revendre, et tu vas jamais les revendre à leur vrai prix, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui en cherchent et tu vas les revendre à un prix qui est vraiment très dérisoire.
Donc, c'est un peu ça la réalité par rapport aux compétitions. Personnellement, c'est pour ces raisons-là, après avoir participé à plusieurs événements de pitch, tu croyais que non, quand tu pitches, c'est eux qui vont te donner l'argent. À la fin, tu te rends compte que c'est mieux de commencer avec le peu d'argent que tu as. Comme ça, tu prends de plus en plus le goût du risque. Ton état d'esprit s'habitue au risque, à perdre, à gagner, à se développer progressivement. Non, moi, personnellement, j'ai arrêté d'appliquer à tout. Que ça soit formation, aussi, que ça soit pour le financement. Autant s'autofinancer. Parce que comme j'ai toujours dit, l'entrepreneuriat, c'est comme risquer son argent dans son propre business, c'est comme planter une graine dans le sol. Elle doit pourrir pour germer ou mourir. Donc, ce n'est pas forcément que tu dois réussir. Dans notre idée, au début de mon entrepreneuriat, le Startup Weekend, on te motive tellement que ta première idée de business doit marcher. Si ça marche, non, j'ai dit qu'il faut être OK que la première fois, ça échoue. Peut-être c'est à la 10e idée de business que finalement, tu vas trouver ton canal et réussir. Et je pense que c'est la notion qu'on n'a pas le plus inculquée aux entrepreneurs. C'est qu'il arrive que des activités échouent. Oui. Et qu'il arrive que nos premières idées très souvent ne réussissent jamais. Les toutes premières idées des plus grands entrepreneurs de ce monde, quand ils racontent leurs histoires, ça n'a toujours jamais marché. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il arrive que ça échoue. Pourquoi tu racontes aux gens, tu as laissé au regret, ton idée était bonne. Et je pense que pour beaucoup de gens, ils sont restés, il faut aussi accepter que la chose n'a pas marché et de quitter et d'aller investir dans d'autres choses. Et on se retrouvait qu'on est devenu une génération des entrepreneurs. Pour ma génération de gens avec qui on a commencé et qu'on était bloqué à une idée que tu avais, tu as dit, c'est ça ou rien, c'est ma première idée, ça doit marcher. Et tu te retrouves que tu es tellement bloqué à cette idée-là que tu ne perds du temps, tu perds de l'argent et tu continues à participer à des événements de pitch pourvu qu'on te finance toujours. Parce qu'on t'a dit dans une compétition ou dans une formation que ta première idée doit marcher. Et parfois, c'est vrai, il faudra accepter de laisser certaines idées échouer pour commencer des nouvelles idées. L'essentiel est que tu poursuis un seul objectif qui est de réussir. Et je pense que c'est quelque chose, il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut donner, mais je pense que c'est quoi aujourd'hui, au moment où tu te mets, tu te dis, voici la plus grosse erreur que j'ai faite et voici comment tous les jours, aujourd'hui, en 2025, je me bats pour ne plus retomber dans cette erreur. C'est quoi? Bon, je pense que les erreurs qu'on a fait, mais je pense que c'est que j'ai appris de mes expériences passées en participant à des événements, à des concours, etc. C'est que il faut bien sélectionner les gens avec qui on se met ensemble pour faire quelque chose. Comme pour le Lubumbashi Startup Weekend, j'avais sélectionné les gens comme ça. Je dis, aime ton idée, viens, on fait un groupe, etc. Parce qu'on doit, le principe de l'événement, c'était aller au bout avec des gens, à sortir une idée de business dans 54 heures comme ça. Donc, tu rencontres des gens sur le tas, tu les as sélectionnés sur base de quoi? Peut-être une bonne connexion ce jour-là, dans l'ambiance de l'événement, mais t'es pas sûr de leur intégrité, de leur niveau d'engagement, de leur mindset, de leur aussi capacité à tenir dans la durée sur l'idée. Et aussi, tu n'es même pas sûr qu'ils viennent vraiment apporter une valeur en termes de compétences que tu n'as pas. Vous retrouvez que vous tous, il y a rien. Donc, il y a rien qu'il apporte. Mais vu qu'il est là, il est motivé par l'idée. Bon, on est allé, mais malheureusement, au fond d'un trou, c'est pas grave, mais avec le temps, on apprend à mieux étudier les gens. Quand je m'associe avec Albert, qu'est-ce qu'il apporte dans le business que je vais faire? Au-delà de l'argent, est-ce que son niveau d'engagement est le même? Est-ce que en termes aussi de compétences, il va apporter quelque chose? S'il n'y a pas l'alignement sur ces choses-là, donc on s'associe pas hasardeusement avec des gens. Moi, c'est ce que j'ai appris. Et j'ai appris aussi que risquer son argent dans une idée de business au début, c'est mieux que de dire que je ne risque pas mon argent. Moi, je me concentre qu'à faire des business plans, modèles Canvas qui sont béton pour que les autres risquent mon argent dans leurs idées. Même dans une banque, aucune banque au monde ne finance ce genre de choses. Donc, finance-toi toi-même, évolue progressivement, fais du chiffre, structure-toi. Si tu as besoin maintenant de financement pour accélérer, là, c'est bon. C'est plus sage. Même quand tu vas devant un banquier, devant un potentiel investisseur, il sait que pendant 5 ans, Albert Doroa chez Arma, il a
risqué 10 000 $. Dans les 10 000, il a fait une marge de 30%. Il a eu 13 000. Il maîtrise tel paramètre de l'environnement, de comment l'environnement fiscal de la RDC fonctionne, comment gérer les employés. Tout ça, là, tu acquiers ça. Même quand quelqu'un doit te faire confiance, il sait dans quoi il s'engage. Et c'est mieux aussi parce que tu acquiers aussi de la sagesse en gérant l'argent des autres, parce que toi-même, tu as déjà géré, risqué, perdu ton propre argent, tu l'as fait fructifier. Donc, avec l'argent des autres, tu es encore d'autant plus sérieux et plus intègre, si je peux dire. Et pour moi, je pense que la plus grande leçon, je pense qu'elle était toujours devant moi et que j'avais refusé de l'accepter, c'est d'accepter de commencer petit. Très important. Dans tout ce qu'on fait, accepter de commencer petit. Parce que quand tu décides de te lancer dans une activité où tu veux déjà commencer avec 20, 30 employés, 40 employés, tu veux commencer avec des machines industrielles, tu vas vite te rendre compte que tu n'as pas l'expertise, tu n'as pas les compétences. Même les compétences managériales pour gérer autant de personnes. Moi, je me disais, gérer 10 personnes, ce n'est rien. Mais tu te rends vite compte que gérer 2 personnes, c'est un vrai casse-tête. C'est compliqué. Donc, et tu te retrouves que tu es buté à certaines réalités que quand tu commences petit, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Donc, tu commences petit, tu commences avec toi-même comme employé, tu testes ton idée pour te rendre nécessairement compte que est-ce que mon idée marche? Est-ce que les gens vont acheter? Est-ce que les gens vont me faire confiance? Est-ce que ma qualité de ce que je fais est la bonne? Est-ce que ma composition est bonne? Est-ce que mon menu est bon? Est-ce que mes prix sont bons? Est-ce que mes prix sont compétitifs? Donc, tester tout ce que mon emplacement est bon aussi pour ce business. Tout ce qui doit être testé. C'est l'erreur aussi qu'on a fait dans le COPA. Tellement que les équipements étaient là, il fallait commencer. On prend des emplacements. Tu es dans un endroit où ton activité ne peut pas marcher, n'est pas visible. C'était vraiment comme même parce qu'il y avait la pression du résultat. Ça te permet de comprendre tous les failles qui sont à ton business, de les réajuster parce que tu es encore petit. Parce que tu es seul dans la société, tu peux rectifier certains paramètres, tu peux corriger certains paramètres et au fur et à mesure que tu vas évoluer, tu vas te rendre compte que voilà, ça là j'ai testé, ça a échoué, voilà ce qui marche pour mon business, voilà le prix qui fonctionne avec mes clients, voilà le secteur qui est beaucoup plus propice pour mes clients et tu vas facilement te rendre compte que tu vas trouver un modèle qui marche pour toi et dès que tu trouves ce modèle-là, tout ce qui te reste, c'est maintenant voir comment tu peux faire grandir ce modèle-là. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu comprends que tu auras acquis plusieurs autres compétences qui vont te permettre que tu ne puisses plus retomber dans les mêmes erreurs. Mais quand tu commences un business à $10 000, 10 employés ou 5 employés, tu commences avec un bureau qui te coûte $1 000. Quand tu échoues, tu ne remontes plus. Parce que tu perds tout. Le financement que tu reçois, tu mets dans un beau bureau bien équipé, mais et comment ça, est-ce que l'argent rentre? L'une des choses que je me suis rendu compte que je dois apprendre à commencer petit jusqu'à ce que je me rends compte que là, ça marche. Ce n'est qu'en ce moment-là que je décide maintenant d'expandre mon activité. La deuxième des choses, c'est continuellement apprendre. Tu ne connais jamais suffisamment, tu ne connaîtras jamais suffisamment, donc reste ouvert à apprendre de beaucoup de gens. Exactement. Et à écouter souvent. Parce que il y a beaucoup, dans le monde entrepreneurial, les choses changent très rapidement. Très rapidement. Donc, aujourd'hui, tu peux prendre une décision. Demain, il y a quelqu'un qui sort avec une nouvelle décision et tu dois apprendre à t'adapter à cette décision-là. Exactement. Moi, je me souviens pendant la COVID, quand on a fixé des restrictions, pour moi, c'était la mort. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Mon business est foutu. Et quand la COVID est apparue, on ne savait pas ça allait prendre combien de temps, on allait faire avec combien d'années. Et c'était quelque chose qui avait changé. Donc, être toujours ouvert à ce que les choses peuvent changer très rapidement. La troisième des choses, je pense que c'est le plus grand conseil que je vais donner aux jeunes. Ne vous faites jamais enregistrer ou officialiser. Jamais, jusqu'à ce que tu sens qu'il y a un besoin. Tu te dis que là où je suis arrivé, je dois me faire enregistrer pour aller au-delà. Exactement. Tant que vous pouvez fonctionner sans vous faire enregistrer,
fonctionner. Je pense que pour nous, la précipitation de la formalisation, c'était le fait que si tu formalises, c'est la condition pour avoir le fonds pour la COPA, pour Tony et Lumeli aussi. Mais après, tu te retrouves aussi avec des charges fiscales qui s'imposent à toi immédiatement, juste après. Tu es ignorant de ce fait-là. Et puis aussi, même si tu es en capacité de payer les charges fiscales, tu ne sais pas si ton business va croître avec la rapidité que tu estimes. Parce que dans nos formations, on te disait, dans une année, ton business sera bon. Tu vas faire tel chiffre, des projections sur 3 ans. Dans la première année, je vais faire ça dans la 5e année. Mais, millionnaire. Non. Mais dans les 3 ans que tu avais mis sur papier, tu n'es même pas à 1/10 de chiffre que tu avais planifié. Et tu te retrouves formalisé, bloqué avec des tasks, avec des pressions fiscales qui sont sur toi que tu ne sais plus gérer. Et moi, une anecdote que je vais te donner. En 2023, fin 2023, quand j'ouvre mon restaurant, enfin, j'ouvre un espace. Et là, il y a beaucoup de services qui venaient. Et il y a le service de la DGI qui vient. Et ils me demandent, tu as tel document? J'ai dit, oui, j'ai une RCCM. Et quand ils prennent mon document, ils voient que les documents datent de 2019. Et ils me demandent, est-ce que tu as déjà payé? J'ai dit non. Et ils me disent, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a autant d'années, tu dois payer pour régulariser avant que tu ne commences à payer. Et je demande, c'est combien cela? Et ils me disent, normalement, si tu n'avais pas de travailleurs, on assume que tu te payes $300 chaque mois. Donc, pour un salaire, tu te payes $300 le mois et on va prendre 10% de ça et on va faire 10% fois 12 fois autant d'années. Et moi qui les regardais, je leur ai dit, de toutes les années que j'ai travaillé, je ne me suis jamais payé un salaire. Donc, quand vous me parlez de $300 le mois, moi, je fais comment pour vous payer? Et c'est comme ça que on avait abouti à un compromis pour payer quelque chose qui était moins que ça. Mais c'est ça aussi la réalité. Quand vous ouvrez déjà dès vos débuts, une SARL ou un établissement, vous devenez déjà obligé de payer les différentes taxes, comme les IPR, il faut payer une taxe, les IBP, la taxe sur le bénéfice que vous devez déclarer annuellement. En dehors de ça, il y a le permis d'exploitation, le permis d'ouverture, les documents de l'environnement, de l'hygiène, il y a les taxes professionnelles. Et c'est autant. Et au fur et à mesure, et pour chaque année que vous ne payez pas, ce sont des dettes qui sont accumulées. Et puis, et que vous devez c'est très risqué parce qu'au début, tu ne sais pas forcément comment le marché va répondre. Tu ne sais pas si tu vas durer ou pas. Et directement, toutes ces choses-là te tombent sur la tête. C'est vraiment pas prudent. Et tu n'as pas les compétences nécessaires pour gérer aussi cela. Tu n'as pas un comptable quand tu commences. Donc, tu fais toi-même la comptabilité et assumer toutes ces responsabilités. C'est extrêmement compliqué. Tu n'as pas un consultant aussi sur le plan fiscal qui va te conseiller qu'à tel moment, déclare ceci, comment... C'est vraiment je pense que pour beaucoup de gens qui ont réussi aussi, et pour beaucoup de commerçants aujourd'hui, très peu ont des documents RCCM. Beaucoup d'entre eux fonctionnent beaucoup plus avec des patentes, avec des patentes et des quittances très souvent. Et ce n'est que quand ils arrivent dans une dimension où ils se disent, je suis vraiment obligé d'avoir ces documents qu'ils les font. Alors, mon plus grand conseil, c'est de rester informel le plus longtemps possible. Je pense que toutes les formations là, on les a pas balancées, on les a pas pesées pour les ajuster à notre niveau. Tu es un entrepreneur, tu es à l'étape d'idéation, on te dit, fais une formation en sous-traitance, formalise-toi, achète le document de la RSP pour que tu donnes des marchés de sous-traitance. Tu ne sais pas dans quoi tu te mets en vrai. Donc, parce que toi-même, les gens veulent s'enrichir vite. Alors que dans toutes les histoires vraies de l'entrepreneuriat, le succès vient après 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est la patience. Mais dans les livres, dans les formations, les coachs, les motivateurs, ils te font voir que c'est la projection sur 3 ans qui va tenir. Et dans les 3 ans, c'est que tu as mis sur papier, ça va se réaliser. Tu vas être millionnaire ou tu vas commencer à faire 100 000, 500 000 $ à l'année. C'est qui n'est pas vraiment réaliste. Alors, autant commencer peut-être dans l'informel. Une fois que tu as stabilisé ton business, tu maîtrises tous les contours du business. Je dis que là, si je me formalise pas, je rate telle opportunité. Là, tu te formalises. Ou tu commences avec une déformalisation basique. Quittance, patente, établissement maximum. Quand tu dois aller vers SRL, SPRL, c'est vraiment quand tu es vraiment une grosse compagnie. Donc, il faut vraiment y aller progressivement. Le processus, c'est tout ce qu'on nous a pas dit. Ou bien c'est ce que nous-mêmes, on n'avait pas voulu croire. Il n'y a que l'expérience qui... Non, on n'avait pas dit. Merci pour le faire de votre
vous abonnant, en partageant et en commentant les valeurs que nous avons offert, liées et respectées au travers du monde. Il n'y a que l'expérience qui t'apprend que tout est un processus. Effectivement. Tout est un processus d'échec, de réussite jusqu'à ce que tu arrives à l'idéal que tu aspires dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas instantané. C'est vraiment ça. Donc, aujourd'hui, quand même, on vous dévoile le peu de connaissances qu'on a eu. Moi, je pense que 2026, je vais célébrer mes 10 ans dans l'entrepreneuriat. Oui. Et c'est 10 ans où j'ai accepté de laisser partir certaines choses, d'accepter certains échecs, d'accepter de perdre beaucoup d'argent et accepter de laisser aussi partir certaines idées que tu croyais qui allaient marcher, qui n'ont pas marché. Et je pense que pour nous, aujourd'hui, c'est juste vous présenter cette capacité à être résilient jusqu'à aujourd'hui. Il en faut beaucoup en RDC, vraiment. Beaucoup de résilience. Presque 10 ans pour moi dans l'entrepreneuriat et aucun jour j'ai pensé chercher du boulot quelque part. Donc, malgré que je suis pas là où je voudrais être, mais je pense que j'ai suffisamment évolué, j'ai suffisamment grandi, j'ai eu suffisamment de maturité aujourd'hui où je peux me pointer sur un business et me dire voici comment je peux exécuter. Et ça demande cela. Réussir dans l'entrepreneuriat, c'est pas ce qu'on nous vend aujourd'hui où tu commences une activité, boum, première année, tu fais déjà 30 000, 50 000 $. Deuxième année, tu es déjà dans les 100 000. Troisième année, tu es déjà millionnaire. C'est aussi accepter de commencer petit, ça prend du temps pour vraiment générer de l'argent. Je pense que c'est de l'apprentissage. Moi, ça fait 6 ans déjà dans l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup appris. Celle que j'étais en 2019 et maintenant, c'est plus la même personne, c'est plus la même philosophie de la facilité, de la rapidité. C'est plus de patience, plus d'investissement, plus d'acceptation aussi face aux échecs, face aux erreurs et aussi je pense que tout ça nous fait mûrir énormément. Et je pense que pour moi, l'emploi, j'y ai toujours pensé. Parce que moi, dans mon idée, j'ai toujours voulu entreprendre, mais je me disais, je dois avoir un boulot. J'épargne sur 5 ans, 10 ans, et puis après, je me lance. Mais c'est jamais venu. Du coup, je me suis lancée directement dans l'entrepreneuriat avec tous les fracas qui sont suivis. C'est OK. Mais aujourd'hui, mon état d'esprit n'est plus vraiment au salariat. J'ai essayé même l'année passée pour des raisons personnelles, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, mon état d'esprit est vraiment dans cette liberté, dans cette envie toujours de tester de nouvelles choses et mesurer les risques que je prends dans chaque aventure dans laquelle je me lance. Peut-être avant de clôturer, on va donner une balle perdue aux banques en RDC. Chère banque. Pèse bien ce que tu vas dire. Nos banques au Congo. Qu'est-ce que tu penses du processus des banques en RDC? Moi, j'en veux pas aux banques. J'en veux pas aux banques parce que les banques, moi, j'en veux aux banques. Moi, je parle de moi. Les banques sont des banques commerciales et elles donnent du crédit qu'aux gens qui ont fait leurs preuves. Mais non, pas la politique du risque. Toi-même, aucune banque n'aime prendre des risques de perdre son argent. Non, une banque, c'est le risque. Non, laisse-moi finir. Donc, une banque commerciale, elle donne le crédit à un client qui a une source de revenus. Pour souvent même des individus qui ont des accès au crédit, ce sont des employés qui ont des salaires fixes. La banque peut lui donner un découvert. C'est qu'une fois que son salaire arrive, on va couper tant sur une telle échéance et il paye. Pour les entreprises, ce sont des entreprises qui ont déjà duré, qui ont des flux des mouvements sur leur compte en banque, comme c'est que le COPA exigeait un flux, je sais pas, des transactions sur 3 ans. Mais si tu as une jeune entreprise, tu ouvres un compte entreprise où on prélève des frais de tenue de compte de $15, t'as pas de flux en dehors de ça. Comment est-ce que tu veux qu'une banque risque? Donc la banque d'abord, c'est la sécurité avant le risque. C'est ce que j'allais te dire. C'est les risques, mais la banque. Mais là, tu ne parles pas des banques au Congo. Là, tu parles des banques en général. Les banques au Congo ne font pas ça. La banque au Congo, c'est d'abord la sécurité avant le risque. Même les autres banques au monde. Donc, c'est que je demanderais aux entrepreneurs, au lieu d'en vouloir aux banques,
faisons nos preuves. Quand on voit le restaurant Ouacharama qui ouvre un deuxième, un troisième point de vente, les banquiers ont des commerciaux qui observent les business qui florissent. Une fois qu'ils florissent, ils investissent pour que tu accélères. Pas ils investissent pour que tu débutes et que tu prennes le risque de perdre ton argent. Et toi-même, tu sais que quand on débute, le risque d'échouer est élevé. Donc moi, je les comprends. Et puis, le deuxième effet, c'est que les banques qu'on a au Congo ne sont pas des banques à capitaux congolais. S'il y a des banques à capitaux congolais, du coup, accorder des crédits, toujours avec une mesure, un juste milieu entre la sécurité et le risque, on peut s'accorder entre nous des prêts à des taux d'intérêt qui sont compétitifs. Mais s'il n'y a que des banques à des capitaux kenyans, à des capitaux indiens, sud-africains, tout ce que tu veux, au Congolais, on resserre un peu plus la ceinture pour donner accès au crédit. Ici à Lubumbashi, je suis parti à une banque juste pour savoir connaître les modalités pour obtenir un prêt. Et la réponse que j'ai reçue de leurs agents, c'est celle-ci. Il y a 2 types de prêts qu'ils donnent. Ok? Le premier prêt, c'est pour les sociétés qui sont abonnés à leur banque et qui sont des salariés. Et c'est comme ça que qui sur font payer salaire, leurs employés. Voilà. on donne un crédit. Ça, c'est le premier crédit. Le deuxième crédit qu'ils accordent, et ça, là, ça m'a fait marrer, c'est quoi? C'est que tu dois venir avec ton argent, tu te dis, voilà, j'ai 50 000 $, je mets mes 50 000 $ là-bas chez vous, dans un compte bloqué. Et là, en ce moment-là, ça me donne le droit de venir vers vous pour dire, est-ce que vous pouvez me prêter 5 000 $? Là, en ce moment-là, on te prête. Si tu viens, tu demandes au-dessus des 50 000 $ que tu as déjà bloqués, on ne te donne pas. Oui, même par rapport aussi à la confiance client. J'ai suivi beaucoup de formations en éducation financière. Par exemple, ça c'est un prêt. Bon, je sais, c'est la sécurité, c'est pas vraiment un prêt. Pour avoir suivi beaucoup de formations en éducation financière, même quand tu es un client lambda, d'une banque, je fais des dépôts réguliers de 100 $ sur mon compte en banque. Au bout d'une année, je dépose 1200. Quand je demande à la banque un crédit de 100, il voit les flux que son flux est de 1200. C'est facile de me prêter 50 $ ou 100 $. Mais imagine, dans mon flux de banque, je dépose 10 $ par an. Et c'est moi qui demande un crédit de 1000 $. Non, le problème, c'est pas un problème de flux. C'est un sujet intéressant. Moi, je pense qu'on va en parler au prochain podcast sur les financements des banques en RDC, tout ce qu'on en pense. Juste pour continuer, c'est pas toujours un problème de flux. Moi, je parle pas pour les entrepreneurs qui sont pas prêts. Je parle beaucoup plus pour des gens qui sont prêts, mais ils sont butés à une réalité où tous les entrepreneurs n'ont pas de garantie. C'est ça, j'ai dit. Ils sont immobiliers. On va en parler dans le prochain podcast. C'est déjà, donc, il m'a donné une piste pour le prochain podcast. On va parler des financements dans les banques, on va revenir. Et tout ça, le défi de financement des entrepreneurs en RDC. Merci de nous avoir suivis dans ce podcast, Let Africa Breathe Podcast. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. On sera régulier dans la diffusion de nos contenus. Et au revoir et à la prochaine. Merci, bye bye.